Mambo. Yango kalinga porta pembeni. Surtout de arriver à Kabila. Je voudrais dire que nous avons décidé de faire la présentation devant les hommes de presse que vous êtes de cet ouvrage aujourd'hui, pas de manière naïve. Nous le faisons aujourd'hui parce que nous considérons qu'aujourd'hui, comme hier, peut-être même encore plus aujourd'hui, tombe sur le champ d'honneur pour que nous retrouvions notre intégrité, donc notre dignité comme nation. Donc avant que d'aller plus loin, moi je souhaiterais qu'on observe quelques instants de réflexion intérieure pour rendre un hommage à tous ces militaires. Moi, je voudrais être un échange interactif avec la presse congolaise sur un essai que j'ai rédigé et qui a été mis sous presse en février 2024. Mais évidemment, je n'avais pas souhaité le faire sortir à ce moment-là, j'attendais le moment propice pour le faire. C'est un essai qui, dans la tradition des essais, prend un sujet, l'aborde sans être exhaustif, et présente en fait une vision, une thèse. Et ici, la problématique de la République démocratique du Congo, au regard du modèle de gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et d'ouvrir ainsi les perspectives de réflexion pour comprendre est-ce que nous avons des raisons d'espérer et à quelles conditions, effectivement, partant de ce modèle de gouvernance, nous pouvons espérer que notre pays puisse prendre son élan, prendre son envol ensuite et se mettre au diapason de ce qui est son destin naturel. Ça veut dire d'être une puissance économique, une locomotive de développement et un havre de prospérité pour chacun des Congolais. Pour aborder le sujet, alors nous avons, dans le cadre de cet essai, structuré la réflexion en 10 chapitres. Nous avons réfléchi dans un premier temps sur la question du comment ce pouvoir est arrivé entre les mains de Félix Tshisekedi, le contexte historique, la controverse même autour de la légalité, de la légitimité ou non de son élection à la tête du pays, la polémique qui a pollué le débat à l'entame de son mandat et qui nous a fait perdre, de par l'opposition extérieure, ça veut dire la Mouka, et de l'opposition intérieure, ça veut dire le conflit permanent FCC-Cash. Regardant toutes ces contradictions de départ, nous avons voulu disséquer la problématique de l'entame du mandat pour sortir une vérité qui n'est que subjective. Ce sont mes arguments et ma conviction. Moi, je reste convaincu que le président de la République a effectivement gagné les élections de 2018. Je l'explique dans les 2 premiers chapitres. J'explique pourquoi cette controverse de départ a handicapé, si vous voulez, l'efficacité des 2 premières années de l'alternance démocratique. Ensuite, j'aborde dans le 3e chapitre ce que j'ai pu percevoir comme changement dans la gestion de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que j'écris est le résultat d'une expérience. Ayant été un des membres du premier gouvernement dirigé par Félix-Antoine Tshisekedi, un monde d'éléments pour pouvoir comparer. Et c'est pour ça que dans ce 3e chapitre, j'aborde la question du changement de la gestion de l'État. Comment ça se passait avant et quelle est sa méthode en réalité à lui, président de la République. J'ai voulu également entrer de plein pied dans la polémique de cette manière de gouverner. Et ça, c'est au niveau du chapitre 4, dans le cadre du changement de l'institution président de la République. Je parle du président à visage humain, un choix, un modèle de gouvernance fait de proximité,
fait de ses présences dans les mariages, dans les fêtes, dans les deuils. Je voulais montrer que c'était un choix de gouvernance qui n'était pas en contradiction avec la gravité que requiert le statesmanship d'une fonction comme celle du président, et qu'il était possible d'être très haut, là où on est président, et de rester humain. C'est le choix que le président de la République a fait, et j'analyse cela et je montre dans quelle mesure cela peut être également un mode de gouvernance empreinte d'efficacité. Dans le 5e chapitre, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, jusqu'au 10e, j'aborde des thématiques particulières autour des changements que j'ai pu observer à l'épreuve du pouvoir. Chapitre 6, je parle du virage diplomatique. Le chapitre suivant, j'analyse la diplomatie de la guerre et la problématique sécuritaire à l'est de la RDC. Au chapitre 7, la question sociale et économique, les changements, et ainsi de suite. Le chapitre 8, le changement à l'épreuve du pouvoir, bien sûr, ici j'aborde la question politique et institutionnelle. Et le chapitre 9 et le chapitre 10 sont le cœur de notre approche. Nous n'avons pas voulu faire de cet ouvrage une simple apologie du président de la République. Nous avons voulu en faire un élément de communication et de réflexion sur les potentialités qu'offre ce modèle de gouvernance, les perspectives donc qu'elles peuvent engendrer pour la République démocratique du Congo, mais nous intégrons également les limites et ce qu'il faut faire pour enjamber ces limites. Vous voyez bien qu'il est en train de passer le relais entre sa génération politique et la nouvelle, qui est constituée de cette tranche d'acteurs politiques que vous voyez au sommet de l'État. Ils ont entre 30 et 55 ans. C'est un fait marquant du système de gouvernance du président Tshisekedi, c'est de se mettre en rempart avec la toute-puissance de l'État contre les pressions politiques pour permettre l'émergence d'une nouvelle génération politique. Ils sont en fonction, ils sont comptables de la réussite à venir ou des échecs possibles du président de la République. Ils sont au sommet des partis politiques, ils sont ministres d'État, ils sont premiers ministres, chefs d'institution. C'est une nouvelle génération politique. Ils portent au-delà des impératifs habituels du poids politique. Regardez ceux qui occupent les plus hautes fonctions de la République. À quelques exceptions près, que vous preniez la présidence du Sénat, que vous preniez la composition du gouvernement, en termes de postes régaliens, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Justice, ministère des Finances. Hier, on parlait d'un Premier ministre de 43 ans. Les chefs de parti qui ont moins de 40 ans et des partis qui ont pignon sur eux, des partis autour du président de la République, des nouveaux groupes politiques. Donc c'est un modèle de gouvernance qui montre qu'il y a cette volonté du chef de l'État d'être le passeur, de mettre mes propres ambitions au tiroir, et je ne regarde, dans ce moment précis de l'histoire de notre pays, que la solidarité qui doit être la mienne vis-à-vis de notre armée, qui a un commandant suprême qui se trouve être président de la République. Et j'essaye de donner, à travers cet ouvrage, des raisons à l'opinion publique de faire confiance à l'homme qui nous dirige, parce que pour l'instant, on n'a pas d'alternative de toute façon. C'est lui qui doit nous faire gagner cette guerre. Nous devons nous mettre en ordre de bataille. C'est également une manière de galvaniser nos troupes, de leur dire qu'il n'y a pas dans ce pays que des politiciens qui veulent vous diviser. Il y a aussi dans ce pays des hommes qui peuvent ne pas avoir des besoins immédiats. Moi, je ne le fais pas, je n'aime pas quand j'aborde ce type de sujet, mais je suis désolé. Moi, j'ai organisé mon parcours politique pour que, au stade où je suis, 20 ans après, je ne sois pas sujet à un procès sur mon engagement politique qui se ferait pour des moyens de vivre. Non, moi je fais la politique pour des raisons de vivre. Et je me suis donné les moyens d'avoir cette liberté de faire la politique pour des raisons de vivre, pas pour des moyens de vivre. Je ne suis pas un ascète, je ne suis pas un stylite, un gymnosophiste.
je ne suis pas un homme du renoncement. Donc je me suis organisé 20 ans durant pour que le moment venu, quand j'aurai atteint le stade de ma maturité politique, je sois à même d'assumer ma liberté. Donc rassurez-vous, je ne suis pas à la recherche d'un positionnement pour des moyens de vivre. Moi, je travaille pour des raisons de vivre. Et aujourd'hui, la raison de vivre de ma nation, la raison de survie de ma nation, me commande de dire au peuple congolais qu'il n'y a aucune nation en guerre qui s'organise pour sa division interne et qui affaiblit son commandant suprême. Qui puisse espérer prospérer s'il n'y a pas un système qui s'adapte à ses forces et à ses faiblesses. C'est ça une constitution, c'est quoi? C'est comment on s'organise entre nous. Et pourquoi on s'organise? C'est pour la prospérité, c'est pour notre sécurité. Il faut remettre les choses à leur état basique. Et moi, j'assume cela. Je le dis, je suis pour l'avènement de la 4e République, pour autant que cela corresponde à une vision reformatrice à même de faire décoller notre pays. Notre constitution, elle est permissive, notre mentalité ne permet pas cela. Les Congolais, il faut de la sanction. Vous avez une caisse de péréquation qui ne fonctionne pas, vous avez fonctionné avec la Cour suprême jusqu'en 2011, vous avez fait le découpage des provinces à peine en 2015 ou 2016, si je ne m'abuse. Jusqu'aujourd'hui, les 40% de rétrocession en province, plutôt de ponction des ressources provinciales à la source ne s'appliquent pas, et tellement d'autres énoncés constitutionnels qui sont faits sous le mode des principes généraux. Et ça ne marche pas avec notre façon de fonctionner. Moi, je veux une constitution qui ait un accent plus économique et qui intègre l'idée de l'efficacité gestionnaire comme la base du vivre en commun. Je veux une constitution qui garantisse que le Premier ministre, lorsqu'il ne respecte pas le financement du processus électoral à temps par une quotité annuelle de 1/5, si c'est un mandat de 5 ans, soit réputé démissionnaire, de facto. Je veux qu'un ministre qui n'atteint pas la feuille de route qui lui a assignée soit, dans l'incompétence constatée par la Constitution, démissionnaire. Les professeurs qui disent des énormités. Je veux dire, par exemple, quand un intellectuel congolais qui se dit professeur d'université vient dire qu'on ne change pas une constitution, je suis quand même inquiet pour ce pays. Je veux dire, c'est un gars, il se fait appeler professeur. Ça veut dire qu'on ne change pas une constitution. Une constitution, c'est une opinion, en fait. Est-ce que vous savez qu'une constitution, ce n'est qu'une opinion figée dans le temps d'une partie de la société qui dit, à ce moment précis, nous pensons que les choses devraient fonctionner comme ça. Ce n'est pas un texte qui a une vocation transcendantale. La constitution, c'est une réalité émanente. C'est le reflet d'une société à un moment donné. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de constitution immuable. Toutes les constitutions sont soit changées, soit radicalement modifiées. Prenez la constitution des États-Unis. Il y a des dizaines et des dizaines d'amendements depuis le XVIIIe siècle. Mais vous croyez que la Constitution américaine, dans sa lecture d'aujourd'hui, a quelque chose à voir avec celle du XVIIIe siècle, à l'époque où l'esclavage existait encore, la ségrégation raciale et tout ça? Non, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi est-ce que peut-être qu'ils n'ont pas choisi l'option du changement numérique des républiques comme en France? Mais parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, qu'aux États-Unis, chaque État a sa Constitution. Et qu'il y a des lois qui s'appliquent dans certains États et qui ne s'appliquent pas dans d'autres États. Donc, ils ont une exception constitutionnelle américaine qui n'existe nulle part au monde, mais qui est le reflet de la société qui est la leur. Donc c'est une structure d'organisation en mouvement permanent. Et il y a même des mouvements qui s'amorcent avec l'arrivée de Donald Trump sur le comment les Américains s'organisent entre eux. La Belgique, n'en parlons pas, la France, on dit on ne peut pas changer de constitution. Mais je suis désolé, le général de Gaulle, il a changé la constitution en 1958. Vous verrez, Paris, février 2024. Je n'ai pas voulu le faire avant la sortie du gouvernement. Par-delà nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, ordonnée.